Qu'est-ce qu'il a bien pu devenir? Je comprends pas, vraiment. Qu'est-ce qu'il a pu devenir? Salut à toi, Jean. Savais-tu que tu pouvais créer ta société en ligne pour seulement 99 € Encore ces pubs avec de merde. Factory. C'est donc ça. Il serait donc dans cette maison. Ça expliquerait tout. C'est décidé. Je vais le chercher. Pour la commu. Et pour les fans. Ok. C'est celle-ci. Ok. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais comment tu m'as trouvé? Je t'ai trouvé grâce aux indices que tes abonnés ont laissés sur tes vidéos. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Putain, c'est vrai. Tu viens de me faire réaliser un truc, mec. Je vous ai abandonné froidement, lâchement et sans aucune nouvelle. Et franchement, je m'en bats les couilles. Pardon, non, c'est pas ça. Grâce à toi, je me rends compte à quel point j'ai été manipulé par cette maison. Elle m'a possédé. C'est la maison du MLM. Et elle m'a retourné le cerveau. Je vous ai fait du mal en ne revenant pas. Et je m'en excuse. À partir de maintenant, j'arrête d'écouter mon coach en développement personnel qui me dit que j'ai pas besoin de travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent, c'est vrai. Il me dit que j'ai seulement besoin d'utiliser mon téléphone 30 minutes par jour pour gagner des milliers d'euros. Tu te rends compte? 30 minutes? J'arrête tout ça. Je laisserai plus cette maison me posséder, tu m'entends? De toute façon, j'ai essayé et ça fonctionne pas. Bon, promis, je vous décevrai plus. Et toi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Nick. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps, je sais, et vous m'en voulez sûrement. Ce que je peux comprendre, hein, évidemment. Bon, en gros, pour vous expliquer, comme certains l'ont vu sur une publication, il y a eu des potes à moi qui sont venus, des amis d'enfance. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à La Réunion, je les avais pas vus depuis 3 ans. Ils sont venus me voir en surprise. J'ai passé 3 semaines avec eux et j'ai déconnecté du coup de YouTube. Et juste derrière, encore une fois pour ceux qui ne le savent pas, je suis agent commercial indépendant à La Réunion, ce qui me demande quand même énormément de temps. Et j'avais une grosse période parce que j'avais un salon, en gros, et c'est la plus grosse période de l'année. Du coup, j'ai enchaîné avec ça. J'avais pas du tout le temps de faire des vidéos. Je bossais du lundi au dimanche de 8h à 20h et c'est pas une blague. Donc voilà, ces deux sont enchaînés. Là, la quantité de travail commence à redescendre, donc je suis reparti pour des petites vidéos. Bon, j'ai pas une très bonne nouvelle pour vous, c'est que quand même je vais être assez débordé ces prochains mois, donc ça ne sera malheureusement qu'une vidéo par semaine. Mais bon, j'espère en tout cas que vous me comprendrez comme vous l'avez fait déjà par message et je vous remercie vraiment pour tous les messages adorables que vous m'avez envoyés. Je n'ai pas répondu parce que je suis un connard. C'est possible, c'est possible. Non, voilà, encore une fois, je m'excuse, merci de votre soutien, merci de votre patience. Les stats ont continué à monter malgré le fait que j'étais pas là et malgré le fait qu'on soit une petite communauté, vous êtes trop sympa. Donc merci beaucoup. Voilà, donc ce sera une vidéo par semaine à partir de maintenant. En fait, je redéménage en métropole à partir du mois de septembre. Donc du coup, c'est pour ça que le départ approche, la quantité de travail augmente. Donc forcément, j'aurai pas le temps de faire 2 vidéos par semaine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'à partir de septembre, je me mets à 100%
dans les vidéos. Donc je me mets à 100% sur YouTube, voilà, je me lance à fond, je me donne 1 an à peu près pour me lancer à fond, vous faire un maximum de contenu, etc. J'aurai besoin de vous, évidemment, et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Sur ce, aujourd'hui, pour vous faire plaisir et pour vous remercier de m'avoir attendu, je fais un concept totalement exceptionnel. Pas du tout. Je pars sur 3 threads d'horreur à l'ancienne et je sais quand même que ça va vous plaire. Sur ce, la famille, merci encore et on est parti maintenant pour ces 3 threads d'horreur. La première histoire, c'est l'histoire de Camille et elle nous explique qu'elle s'est déroulée lorsqu'elle était au scout, donc avec que des filles parce que c'était un groupe que de filles dans les scouts et elle explique que c'est pas vraiment à elle que ça s'est passé mais qu'elle était présente, bref, elle va nous expliquer l'histoire de son point de vue. Donc comme je le disais, elles étaient dans un groupe que de filles, entre 12 et 17 ans à peu près, et il y avait ce qu'on appelle des chefs ten, donc des personnes chefs en gros, les filles chefs qui avaient elles entre 19 et 25 ans. Donc c'était en fait un camp d'été, et pendant ces camps d'été, ils avaient l'habitude donc de partir en forêt, mais toujours dans des bois privés, donc qui appartenaient à quelqu'un et qui étaient du coup sécurisés, en gros, pas tout le monde ne pouvait y venir, et ils avaient l'habitude de mettre en place des tentes, mais jamais à même le sol, plutôt surélevées, en gros pour jamais être en contact avec le sol. Donc en fait les tentes étaient un peu surélevées par rapport au sol, et elles dormaient dans des hamacs à l'intérieur, donc c'était quand même déjà assez haut. Et elle explique aussi une info importante pour la suite, c'est qu'une fois que tu es dans la tente, tu vois pas le sol. Je vous laisse imaginer la suite. Elle explique aussi que tout le monde était réparti par équipe de 6 à 8 filles et que les tentes étaient assez espacées pour que on s'entende pas quand on parle, etc. Voilà pour le contexte. Maintenant, Camille nous amène directement au milieu du camp. Comme tous les soirs, les filles vont se coucher et son groupe à elle, à Camille, va se coucher. Avant de dormir un petit peu, elles s'installent et elles discutent. Sauf que elles entendent à un moment donné un cri qui vient d'un autre groupe. Elle explique que c'est vraiment un cri de panique, un cri d'horreur, vraiment c'est ce qu'elle ressent. Et les filles se disent que c'est sûrement parce qu'elles ont eu peur d'un frelon, parce qu'apparemment il y en avait pas mal dans le secteur. Et du coup, elles s'inquiètent pas plus que ça, sauf qu'en fait, c'est pas ça du tout. En fait, une des filles d'un autre groupe, donc qu'on va appeler Adèle, avait quitté sa tente pour aller dire bonne nuit à une autre équipe. Comme elle mettait un peu de temps à revenir, le groupe de Adèle a commencé à l'appeler. Et là, elles ont complètement flippé quand elles ont entendu une voix en écho, mais une voix d'homme, qui répétait la même chose qu'elle. C'est-à-dire qu'elle disait « Adèle, Adèle » avec leur voix de fille, et elles entendaient une voix d'homme qui disait « Adèle, Adèle ». Apparemment, il y avait quelqu'un sous la tente qui s'amusait à répéter tout ce qu'elle disait. Il était juste en dessous d'elle. Et il continuait comme ça, il répétait même des phrases qui avaient été dites quelques minutes auparavant, et il criait comme ça « Adèle, il est quelle heure ?» C'était vraiment une phrase qu'une des filles avait dit juste avant. Et il répétait comme ça des mots juste en dessous de leur tente. Et c'est à ce moment-là que les filles ont hurlé. À ce moment-là, les chefs, elles, étaient dans le secteur au lieu d'être dans leur tente parce qu'elles prévoyaient de réveiller les filles pendant la nuit pour un jeu de nuit. Apparemment, c'est un truc qui se fait régulièrement chez les scouts. Et c'est à ce moment-là aussi qu'elles ont elles-mêmes entendu un mec hurler. Et l'une d'elles était elle aussi très proche et apparemment elle s'est chiée dessus aussi. D'abord, elles ont cru qu'en fait c'était une des filles qui s'amusait à rendre sa voix plus grave pour faire une blague. Sauf qu'elles se sont rendues compte rapidement que ce n'était pas le cas. Et lorsqu'une des chefs s'est approchée, comme il faisait nuit noire, elle apercevait seulement à quelques mètres d'elle sa silhouette. Les chefs ont dit qu'il avait l'air relativement jeune, à peu près la trentaine, assez grand, et quand elles lui ont demandé un peu de manière énervée ce qu'il foutait là, il a répondu des choses un peu confuses et il n'était pas vraiment en capacité de répondre, on aurait dit. Elles lui ont simplement demandé de partir, de manière assez virulente, ce qui est tout à fait normal parce qu'il a rien à foutre là. Et il a fait un peu un air étonné, il savait encore pas trop quoi répondre, il a simplement apparemment répondu « Bon d'accord, je savais pas, je m'en vais, désolé ». Les chefs ont bien précisé qu'il était seul et Camille nous dit que c'est encore plus qu'il a fait flipper parce qu'elle se dit que si c'était un groupe de jeunes un peu bourrés qui se baladaient par là, etc. et qui sont tombés sur elle, ça aurait un sens, tu vois, mais qu'est-ce qu'un mec au milieu de la nuit ferait sous une tente de filles et en plus de ça, ne l'oublions pas, dans une forêt privée. Bref, le mec s'en va, les filles donc de l'autre groupe, pas celui de Camille mais celui avec Adèle, donc racontent l'histoire, etc. Elles se mettent un peu à flipper mais finalement elles se souviennent que le mec qui habite la propriété, donc le mec à qui appartient la forêt, il a un fils qu'ils ont vu souvent avec lui, etc. Bref, ils se disent que c'est sûrement lui qui voulait faire une blague, etc. Sauf que voilà, les chefs le lendemain vont voir le propriétaire et lui demandent si ça pouvait être son fils qui avait pu faire cette blague. Sauf que, en réalité, il a assuré et affirmé que son fils était parti en vacances depuis 2 jours. Voilà.
Bref, Camille a dit que ça pouvait pas être lui, du coup. Ça ne pouvait pas être un randonneur, sûrement, puisque il était 1h du matin, qu'il faisait nuit noire, et que pour elle, personne fait une rando à ce moment-là, et encore moins fait une blague comme ça, même s'il fait une rando. Et encore une fois, c'est un bois privé. Voilà. Bonne ambiance. Il se passe souvent des trucs chelous dans les bois, hein. C'est sûr que ça donne pas envie d'aller camper. Hein. Bref, elle dit que ça peut être un peu décevant, mais elles ont jamais vraiment su ce que voulait ce mec, en fait, et qu'est-ce qu'il faisait là. Elles savent pas non plus comment il a quitté la propriété après avoir croisé les chefs, etc. Parce que c'était vraiment clôturé et tout. Enfin, en fait, tu pouvais pas sortir normalement. Donc, c'est vraiment bizarre. Après ça, il y a des gendarmes qui ont fait des rondes donc autour du bois privé. Et les filles, elles, n'osaient plus trop sortir, même pour aller pisser. Elles étaient vraiment flippées. Ce qui se comprend, encore une fois. Avec le recul, Camille se dit que c'est sûrement quelqu'un qui a entendu où elles étaient à la messe, puisque apparemment, quand le groupe allait à la messe, le prêtre disait toujours et présentait toujours le groupe de scouts en disant voilà, tel groupe qui campe à tel endroit. Bon, elle a jamais trop compris pourquoi, mais voilà. Elle se dit que c'est sûrement à ce moment-là que l'info est passée et que le mec a su et que du coup... il avait peut-être pas des très bonnes intentions, hein, je sais pas. Si c'est votre délire d'aller dans la forêt, faire peur à des gens au milieu de la nuit, allez voir quelqu'un. Je pense que ça peut être une bonne idée. Bref, sur cette transition incroyable, il y en a pas. On passe directement à l'histoire numéro 2. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Lucas et il nous explique qu'elle s'est déroulée il y a très peu de temps puisque c'était seulement il y a 3 mois en arrière et que ça lui est arrivé vraiment à lui personnellement. Il précise que pour une fois, c'est une histoire qui se passe donc au grand jour, en pleine journée, à un moment où il y a du monde, etc. Bref, comme quoi... il peut se passer aussi des choses. Lucas nous explique qu'il habite à Paris, mais que souvent, pour les vacances, il part dans le sud-ouest. Et que pour ces vacances-là, il avait prévu de passer son permis bateau avec un ami à lui. Il explique par contre que donc, il part en vacances dans le sud-ouest parce qu'il a une maison là-bas, sauf que sa maison est dans un bled un peu paumé, donc il est obligé d'aller dans la ville d'à côté pour prendre des cours de bateau, etc., faire le code de bateau, etc., bref, passer un permis normal. Il explique aussi que ses cours se passaient donc sur une journée de 9h à 17h et qu'il y avait donc bien évidemment une pause vers midi et demi. Avec son pote, donc arrivé la pause du midi, ils sortent du bâtiment et comme ils connaissent pas du tout la ville, ils cherchent un endroit où prendre un truc dans un fast-food, un truc rapide quoi, pour déjeuner rapidement. Finalement, ils trouvent un resto qui vend des burgers, mais ils font que à emporter, donc ils prennent à emporter et ils vont s'asseoir un peu plus loin sur un banc. Bref, ils passent un bon moment, ils mangent. En plus de ça, la bouffe est très bonne. Bon, info inutile, mais vous saurez que quelque part dans le bled de Lucas, il y a des burgers très bons. Cette info sert à rien. Bref, en gros, le repas se passe très bien jusqu'à ce qu'un mec un peu chelou vienne s'asseoir sur un banc à côté d'eux. Il explique que les bancs n'étaient pas vraiment à côté, mais séparés par un arbre. Donc en fait, t'avais le banc, l'arbre et le banc. Voilà. C'est comme ça qu'il le dit. Lucas, lui, est dos au mec, mais par rapport à comment est posé son pote, lui, il peut voir le mec qui est assis sur le banc d'en face. Et voilà qu'à un moment, son pote lui met un petit coup de pression, il a l'air vraiment angoissé, il lui dit « Mec, le mec qui est du coup assis sur le banc d'en face est en train de nous fixer. » Lucas, il connaît assez bien son pote, il sait qu'il a tendance à dramatiser beaucoup, donc au début, il commence à rigoler en se disant qu'il lui fait sûrement une blague ou qu'il abuse, etc. Sauf qu'il voit en fait le regard de son pote totalement pétrifié et vraiment effrayé, et Lucas commence à comprendre que c'est peut-être pas une blague. Là, Lucas, il fait un petit coup qu'on connaît un peu tous, il fait genre de s'étirer et il se retourne en même temps pour voir qui les regarde. Et quand il voit le regard du mec et sa manière de fixer sans bouger, Lucas, il commence à pas être bien du tout. À ce moment-là, Lucas pense que le mec a compris qu'ils avaient compris qu'il les regardait. Donc il s'est levé et il est parti vers des escaliers un peu plus loin, mais c'est des escaliers ouverts, des escaliers extérieurs qui montaient vers des maisons. Et pendant qu'il montait, il continuait à les fixer avec un regard vraiment horrible. Mais Lucas, il est quand même un peu rassuré parce qu'il se dit c'est bon, le mec a vu qu'on le voyait en gros et il se barre. Sauf qu'en fait, il monte simplement au premier étage des escaliers, il s'arrête en haut, il essaie un peu de se cacher et il continue à les fixer. Là, Lucas et son pote, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et comme ils se chient littéralement dessus, encore une fois, ils se disent qu'il faut peut-être maintenant partir. Donc, ils mettent simplement leur canette à la poubelle et ils commencent doucement à aller en marchant vers le bâtiment des cours pour le permis bateau. Sauf que c'est là que ça a commencé à dégénérer. Ils partent donc tranquillement et à un moment, Lucas se retourne et là, il voit le mec qui a redescendu les escaliers et qui commence à les suivre d'un pas plutôt très rapide et plus rapide qu'eux. La grosse frayeur pour Lucas. Lucas parle à son pote et lui dit simplement « Mec, le mec est en train de nous rattraper, il nous
suit, il faut qu'on accélère. Lucas et son pote accélèrent donc le pas. Ils marchent comme ça 2-3 minutes jusqu'à que ça soit le pote de Lucas finalement qui se retourne et qui voit le mec en train de leur courir dessus. Là, Lucas et son pote ne réfléchissent pas une seconde, ils se mettent eux aussi à courir et à tracer leur race. Et ils arrivent finalement à se cacher derrière une voiture et une poubelle et à sortir de la vue de ce mec vraiment chelou. Ils voient donc le mec s'arrêter au loin et les chercher comme ça du regard et crier simplement « Putain !» et partir. Imaginez la situation vraiment horrible, vraiment. Finalement, Lucas et son pote ont attendu là quelques minutes, se sont relevés et ont marché jusqu'au bâtiment pour passer leur permis bateau, enfin en tout cas le code du bateau. Et ils n'ont jamais su vraiment ce que voulait ce mec, mais en tout cas, on imagine qu'il n'avait pas de très bonnes intentions. Franchement, se faire courir après dans la rue par un mec qui te fixe depuis des dizaines de minutes, oh, il y a de quoi se faire chier dessus à pas mal de monde, hein, oui, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous auriez eu peur ou pas? Moi, je suis tellement frappadingue du cerveau que une fois, je vous explique une anecdote comme ça, après on passe à la suite, mais une fois, j'étais en vélo, j'étais livreur Foodora, donc livreur à vélo de repas là, quand j'étais étudiant, et je pédale, et à un moment, il y a un groupe de mecs sur un banc qui me voit passer et qui, d'un coup, se met à me chasser. Mais j'étais en vélo, moi, hein, donc j'allais plus vite qu'eux, tu vois, si je voulais, juste j'accélérais, je me barrais, tu vois. Et il court, et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Je me suis arrêté. Bon, déjà, qui fait ça? Personne. J'ai posé mon vélo sur le côté, je suis descendu et je sais pas, j'ai eu un excès de confiance, je pense. En gros, je fais de la boxe depuis un certain nombre d'années et je me suis retourné, je me suis mis en garde et les mecs se sont arrêtés, ils ont fait oh, tranquille, c'était pour faire une blague. Mais moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, qu'est-ce qui m'est passé dans la tête pour m'arrêter? Imagine que les mecs ils avaient un couteau, imagine qu'ils étaient là pour m'agresser. Enfin, certes, je fais de la boxe, hein, mais les mecs ils étaient 3-4, j'allais me faire clairement enculer en fait. Voilà, je sais pas. Donc moi, ça se trouve, je me serais arrêté, j'aurais fait salut. J'aurais fait plus fou que lui, ce il aurait eu peur de moi. Je suis pourtant pas tombé sur la tête quand j'étais petit. Enfin, si, sûrement, mais bon, quand même. Voilà. Je sais pas si cette anecdote était très utile et si elle était intéressante. Je sais pas, vous me direz. Après cette transition anecdote incroyable, on passe à l'histoire numéro 3. Donc maintenant, on passe à l'histoire d'Aurélie. Aurélie nous explique qu'il s'est passé un truc quand elle était très jeune et qu'elle a eu des révélations il y a maintenant très peu de temps. Pour nous mettre dans le contexte, Aurélie nous explique que ses parents sont séparés depuis à peu près sa naissance, un mois après en gros, et que du coup les week-ends elle n'est pas chez son père et que ça se passe à un moment où elle était chez son père et qu'elle avait alors 6 ans. Elle nous explique que chez son père il y a quelque chose qui fait rêver beaucoup d'enfants, il y a une balançoire directement à l'intérieur de la maison. Et c'est une info importante pour la suite, évidemment. C'est donc un dimanche lorsqu'elle avait 6 ans et il y avait à ce moment-là une copine à elle qui était là, il y avait son père et il y avait les parents de sa copine. Les deux filles, elles s'amusent dans la chambre jusqu'à ce que son père vienne la voir et lui dise bah écoute, faut qu'on s'absente un petit peu parce que on a un ami qui est tombé en panne donc on va partir tous les trois pour l'aider. Donc les parents de la copine à Aurélie et son père évidemment. Le père d'Aurélie au départ n'est pas trop d'accord pour laisser les filles toutes seules, mais c'est finalement les parents de sa copine qui le convainquent qu'elles peuvent rester toutes seules parce que de toute façon elles sont dans un coin paumé, donc il y a très peu de chances qu'ils viennent. Et en plus de ça, il y en a vraiment pas pour longtemps, donc voilà, elles vont rester à l'intérieur de la maison, il n'y a aucun risque, en théorie. Vous doutez bien que si on est en train de raconter cette histoire, c'est que... le père d'Aurélie, il a peut-être pas une mauvaise intuition quoi. Bref, le père de Aurélie finit par accepter et ils partent tous les trois et les deux petites filles se retrouvent toutes seules. Elle explique que c'est un petit peu un rêve quand t'es un enfant à cet âge-là, tu sais, t'es pas vraiment encore dans le moment où tu te dis je veux devenir indépendant et tout, mais tu sais, tu veux te prendre pour un grand et tout, machin, donc c'est... Pour elles, c'est le bonheur. Elles sont toutes les deux toutes seules dans la maison et tout, c'est l'éclate. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Bref, les deux petites continuent à jouer et environ 1 heure après que les parents soient partis, elles décident de faire de la balançoire parce qu'elles en ont envie, tout simplement. Et la balançoire est à l'intérieur de la maison, donc il n'y a même pas besoin de sortir. Et ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. Bref, Aurélie et sa copine commencent donc à faire de la balançoire. Et elle nous explique un détail important, c'est qu'au moment où la balançoire se balance comme ça, au moment où elle arrive en haut comme ça, elle passe un peu devant la baie vitrée, donc elle peut voir dehors en gros. C'est que là elle voit pas, là elle voit. Je pense que vous avez compris. Et à un moment où Aurélie est en train donc de se balancer, elle voit, en se balançant, du coin de l'œil, la silhouette d'un homme dans le jardin. Là, Aurélie, toute contente, descend de sa balançoire et dit à son ami « Il y a mon papa qui est rentré, viens, on lui fait une blague, on va se cacher. » Vous avez compris ouais. À ce moment-là, Aurélie, elle est persuadée que c'est son père et encore jusqu'à très peu de temps, elle l'était encore.
persuadé de ça. Donc les deux filles se cachent derrière un rideau qui est à peu près en face de la baie vitrée. Et à cause du rideau, elles expliquent qu'elles voient simplement une silhouette qui apparaît derrière la porte. Donc à ce moment-là, elles sont persuadées que c'est le père d'Aurélie. Elles rigolent toutes les deux en se disant sûrement que le père d'Aurélie ne les a pas vues. Et elles se disent, bah tiens, viens, on leur fait une blague aussi. On attend jusqu'à ce que les parents de sa copine arrivent. On leur fait une blague aussi, vu que lui ne nous a pas vus. Elles restent comme ça, toutes les deux sans bouger, seulement en rigolant derrière le rideau, jusqu'à ce qu'elles entendent une voiture arriver très vite dans la rue, une portière se claquer, des pas courir vers la maison, la porte s'ouvrir, et la mère d'Aurélie crier « Aurélie, Fred !» qui est le faux nom du père d'Aurélie. « Vous êtes là ?» Là, Aurélie sort derrière le rideau, sa mère se jette sur elle et la prend dans ses bras et se met même à pleurer. Aurélie comprend pas du tout ce qui se passe, parce qu'elle ne sait pas pourquoi sa mère elle pleure. Et au même moment, son père arrive et sa mère la prend à part, pas forcément pour lui expliquer ce qui vient de se passer, juste pour l'isoler. Et Aurélie n'a appris que très récemment que cet homme n'était évidemment pas son père et que c'était un homme qui s'était installé dans leur jardin, dans leur champ derrière des pruniers avec sa camionnette depuis déjà plusieurs jours. Et donc, cet homme qui est vraisemblablement rentré dans leur maison, ou en tout cas qui a essayé d'y pénétrer, eh bien, on ne sait pas ce qu'il voulait, mais à mon avis, il voulait pas des choses très saines. Voilà. Aurélie explique donc que finalement, des blagues d'enfants, eh ben, ça peut éviter des situations où on ne sait pas trop ce qui aurait pu se passer, même si on se doute que c'était pas des choses très très gentilles. Et Aurélie n'a appris que très récemment, en fait, ce qui s'est passé vraiment, parce que elle se plaignait toujours que son père ne voulait pas la laisser seule chez elle. Et un jour, il a craqué, il lui a dit, et on peut le comprendre, parce que si moi j'étais père, je pense que j'oserais pas laisser ma fille toute seule, sachant que de base il a eu l'instinct, il s'est dit je vais pas la laisser toute seule, etc. Ça me fait peur, il s'est laissé convaincre. Oh, je pense qu'en plus quand t'as eu raison, je pense que t'as plus envie. C'est un traumatisme aussi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci du fond du cœur pour tous vos messages, pour tout votre soutien. J'espère que vous allez continuer à me soutenir et que vous m'en voudrez pas trop, parce que bon, voilà, je sais que j'étais pas trop là, j'ai donné aucune nouvelle, etc. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelles, je fais jamais la promo, mais n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Je vais essayer d'être un peu plus actif, comme ça donnera un peu des nouvelles, etc. Puisqu'il y a des moments où peut-être je vais m'absenter au moment où je vais déménager tout en septembre, donc commencez à me suivre dès maintenant. Je vais essayer de faire des publications de manière plus régulière. Je suis pas trop aux réseaux sociaux de base et du coup j'ai du mal à être régulier sur mes réseaux sociaux, mais il faudrait et je vais essayer de le faire pour vous. Donc rejoignez-moi sur Insta, Twitter et TikTok. TikTok, de temps en temps je publie des trucs, donc n'hésitez pas. Et puis au moins ça vous permettra d'être informé. Et en plus de ça, ça sera plus simple pour communiquer avec vous. Si jamais je suis absent ou quoi que ce soit, pour vous expliquer, je pourrais faire des stories, je pourrais faire des photos, je pourrais faire des trucs, etc. Bref, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ça vous a remis dans un mood, etc. pour continuer à me soutenir. Merci du fond du cœur, ma commu. Et je vous fais des bisous. Bisous, la famille.